Un lymphocyte T comme thymus va aller se faire éduquer dans le thymus, donc, et il utilise le même système. Il a un récepteur à l'antigène, lui aussi, à sa surface, et il utilise des choses, enfin, des voies de signalisation assez proches par rapport au lymphocyte B. Mais le lymphocyte T, lui, son rôle, c'est d'être éduqué en des cellules qui, en fait, reconnaissent un petit peu la carte d'identité de l'organisme de chacun. Donc c'est pas une cellule qui fabrique des anticorps comme des flèches d'Indien qui vont aller tuer les bactéries. C'est ce sont des cellules qui vont tuer au contact, si vous voulez, et qui vont tuer par exemple les cellules cancéreuses, les cellules infectées par des virus, etc. Donc c'est un pan de l'immunité, c'est-à-dire de nos défenses immunitaires, qui arrive un petit peu après la première phase de défense, qui est faite par des lymphocytes T, encore un autre nom, des lymphocytes T gamma delta, des natural killers, des neutrophiles, et puis nos lymphocytes B et IgM. Première vague de défense, éducation. Deuxième vague de défense qui, elle, établit une immunité, une cicatrice. On ne va pas se réinfecter 2 fois avec la même bactérie. Voilà. Donc le lymphocyte T peut tout à fait donner des lymphomes T. Et dans mon petit schéma, quand je vous ai montré le lymphocyte T qui tue le lymphocyte B lors de son passage d'examen, ces lymphocytes T-là, lorsqu'ils se cancérisent, ça donne un lymphome T qu'on appelle la LAI, la lymphangie. Enfin, c'est un mot encore compliqué. Mais bref, donc il y a des lymphomes T qui viennent des follicules B. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais bien pouvoir revenir juste à la base, parce que j'ai été très intéressé, évidemment, plus c'est simple au départ, plus on a l'impression de comprendre, mais après ça se gâte. Donc dans le schéma que nous a fait le docteur Isébert, on voit que le destin de ces fameux lymphocytes qui sont susceptibles de produire ensuite un lymphome, et je pense notamment au lymphome B à grande cellule, on a l'impression que, bon, soit ils servent à quelque chose, il y a la guerre qui est déclarée, ils vont se battre, grosso modo, soit ils reviennent, et c'est là que ça se gâte. Mais je ne comprends pas bien, d'abord, pourquoi ça se gâte, et puis je ne comprends pas bien non plus, excusez-moi, parce que après, j'arriverai pas à récupérer les questions que je me posais déjà. Quels dommages ils vont produire dans les organes qui sont affectés? Je pense aux poumons, au foie, les choses comme ça. Si ce n'est pas des métastases, c'est quoi leur méfait, quoi? Voilà. Moi, j'aime pas le mot métastase, c'est trop cancer. Le lymphome est un cancer, on est d'accord, mais dans les différentes étapes de maturation entre la moelle, là si ça bloque, ce sont des leucémies, et ensuite dans les différentes étapes de maturation à l'intérieur même du ganglion, vous avez vu qu'à un moment, juste avant l'examen, il y a une phase de prolifération. Et si à ce moment-là, il y a un événement génétique, ce que vous a montré Fabrice, hein, anomalie chromosomique, mutation de certains gènes, pardon, ah oui, c'est ça qui fait que la maturation se bloque. Mais elle se bloque à une phase où, normalement, déjà, le lymphocyte B prolifère. Donc ce lymphome-là, il est déjà proliférant. Donc le lymphome B diffus à grande cellule, donc je rebondis sur ce qu'a dit Fabrice, lorsqu'on biopsie un ganglion, on regarde, ce que je vous ai dit aussi, l'architecture. Si l'architecture, on ne la reconnaît plus, et qu'on a un tapis de cellules qui ont une seule forme, on se dit mais ce sont tous les mêmes. Là, c'est ce qu'on appelle un lymphome diffus. Il n'y a plus l'architecture en follicule, là en pétale de fleurs, en nodule. Et ça, si vous voulez, ces premiers dégâts, pour répondre à votre question, dans le ganglion même, dégâts importants, il a bousillé sa faculté. Donc il y a un déficit immunitaire déjà. Voilà le premier dégât. Dans le ganglion, quand c'est un tapis de cellules, il n'y a plus la jolie architecture que je vous ai montrée, les éducations, les data, ça se fait plus ça. Donc déjà, premier dégât, l'immunité. Et puis ensuite, le lymphome B diffus à grande cellule, lorsqu'il repasse dans le sang, il peut aller dans la moelle osseuse et gêner, comme sur le petit schéma, la fabrication normale des globules. Ici, on est dans un amphi de 300 places. Si on était 30 000, il y aurait des morts. C'est un petit peu cette idée-là. S'il y a trop de cellules qui prolifèrent, elles étouffent physiquement les autres. Et puis ensuite, si par une raison X ou Y, le lymphome est allé se poser dans le cerveau, parce qu'il a des velcros particuliers dans le foie ou dans le poumon, il peut y faire des dégâts, mais pour reprendre votre image du poumon, ça donne assez peu d'insuffisance respiratoire. Il y a des nodules, vous avez vu, hein, l'atteinte d'un lymphome, comme il vous a montré, ça reste pas très très gros.
Dans un cancer solide, comme un cancer, je ne sais pas moi, du sein, qui avec des métastases pulmonaires, la radiologie, on dit lâcher de ballon. C'est des dizaines et des dizaines de masses dans les poumons, avec destruction du parenchyme, du tissu. Donc dans les lymphomes, on a rarement cet aspect très destructif. C'est plus grave quand c'est dans le foie, où là, la boule peut bloquer la sortie de la bile, donc les gens ont une jaunisse. Bon, je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais... Enfin, quand même, quand les ganglions prennent une certaine taille, quand ils sont localisés sur des proches de zones vitales, ça met quand même clairement en danger le pronostic vital. Donc je pense qu'il y a quand même un effet masse ganglionnaire qui est délétère. Les patients que je vous ai montrés sur les biopsies du médiastin, les patients sont symptomatiques, ils ont des douleurs dans la poitrine, ils ont du mal à respirer, et dès qu'on traite, ces symptômes disparaissent. Donc il y a quand même un effet lié au volume lui-même du ganglion. Et puis pour revenir à votre première partie de question, effectivement, quel est l'événement initial? Qu'est-ce qui fait qu'un lymphocyte qui devait faire son éducation à l'université que vous a montré Loïc, tout d'un coup il ne va pas faire ce parcours-là et qu'il va... Ça, on ne connaît pas cet événement, on pense quand même que c'est un événement génétique. Parce que ce qu'il vous a peut-être pas dit, Loïc, c'est que pour modifier le récepteur du lymphocyte B, il y a toute une machinerie moléculaire qui est mise en place, et cette machinerie moléculaire modifie l'ADN. Et ça, c'est tout à fait particulier au lymphome, qu'on ne retrouve pas dans les autres tumeurs. C'est qu'à un moment donné, le lymphocyte B, lorsqu'il se développe de manière physiologique, va exprimer une enzyme qui modifie l'ADN. Et ces modifications d'ADN, elles sont réparées dans 99,99% des cas. Mais quand elles ne sont pas réparées, et dans des zones très précises du génome, cette absence de réparation peut donner naissance à un lymphome. C'est comme ça qu'on imagine actuellement. Mais en même temps, il faut qu'il y ait ces modifications génétiques, parce que c'est ces modifications génétiques qui permettent que le lymphocyte B va s'adapter à l'antigène et augmenter l'affinité de l'anticorps. Bon, on est dans les détails, mais il faut juste avoir cette notion, c'est que le lymphocyte, c'est une cellule très particulière, c'est que dans un moment précis de son développement, il est fragile. Il va casser des morceaux d'ADN, ça se répare presque tout le temps, et de temps en temps ça ne se répare pas, et ça peut aller vers le lymphome. Bon, bonjour. Vous avez parlé des lymphocytes B et T. Qu'en est-il des lymphomes qui sont ni B ni T? Dans les lymphocytes et dans la classification des lymphomes dont vous a parlé Fabrice, donc il y a très clairement les lymphomes B, les lymphomes T et d'autres lymphomes plus rares, mais c'est vrai qu'ils existent, qui sont des lymphomes du lymphocyte natural killer, NK. Tueur naturel. C'est de ces lymphomes-là dont vous vouliez parler ou... Mais je suppose, c'est un lymphome anaplasique à grande cellule. Ah oui, alors ceux-ci, lymphome anaplasique à grande cellule, on peut les classer parfois en B, parfois en T. On regarde certains marqueurs chromosomiques pour nous aider à choisir, et parfois l'anatomopathologiste nous dit sur les peintures, oui, c'est le mot peinture que tu avais utilisé pour l'immunohistochimie. Oui. On va colorer nos classiques marqueurs B, c'est le CD20, et nos classiques marqueurs du lymphocyte T. Et parfois, l'anatomopathologiste dit c'est bien un lymphome, mais je ne vois pas de marqueur de surface, donc on le classe non B, non T. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est ni B ni T, c'est parce qu'il n'a pas le marqueur qui permet de le classer. Bon, c'est un peu, voilà, ça reste un lymphome, mais c'est une aberration de la tumeur de ne pas exprimer un marqueur B ou T. Voilà. Mais ce n'est pas un lymphome très différent des autres, forcément. C'est une anomalie de ne pas exprimer ce marqueur. Voilà. Je voudrais poser une question sur les indices. Il y a des indices IPI, FLIPI, qui sont des indices un petit peu synthétiques. Est-ce que les nouvelles techniques dont vous avez parlé vont remettre un petit peu en cause, vont un petit peu mettre faire décroître ces indices qui sont assez globaux et qui peuvent être trop larges, pas assez précis pour qualifier une... Alors c'est une vaste question, on pourrait y passer une journée entière et un congrès international rien que sur cette question, parce qu'effectivement le fameux IPI biologique
Parce qu'actuellement, effectivement, on choisit nos traitements en fonction des index pronostiques les plus simples, qui sont l'âge, l'état général, quelques données sur la prise de sang, le stade, etc. Mais c'est des index extrêmement puissants actuellement, et pour vraiment être honnête, les données biologiques ne font pas mieux que l'IPI. Actuellement, non, c'est peut-être décevant. Et ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Et pour le moment, de manière internationale, aucune équipe n'utilise un facteur biologique pour choisir un traitement. Ça, c'est la première partie. Ça peut vous paraître décevant, mais ça va changer. Ça va changer parce qu'il y a des marqueurs maintenant qui vont surtout nous indiquer si on augmente la probabilité de répondre à un traitement ou pas. C'est ce qu'on appelle, le terme n'est pas joli, mais vous allez comprendre, c'est le terme théranostic. Pronostic d'une réponse à un traitement. Théranostic. On dit plus pronostic, théranostic. Et ça, les facteurs théranostic, eh bien, ce que je vous ai montré là, notamment les données de séquençage nouvelle génération, vont intervenir. Et donc, ça va nous permettre d'adapter, de choisir les traitements plutôt que de prédire le pronostic. Mais le bon vieil IPI, c'était 1993, c'était une étude américaine faite sur 2000 patients aux États-Unis. Personne n'a détrôné encore cet index. On l'a décliné avec le FLIPI pour les lymphomes folliculaires, le MIPI pour les lymphomes à cellules du manteau. On peut affiner les choses avec des données biologiques, mais pour le moment, ça reste des outils très, très, très performants. En revanche, dans les choix thérapeutiques, je vous ai parlé des profils d'expression génique, les fameux phénotypes GC, ABC. Eh bien ça va nous guider dans le choix des thérapeutiques, probablement. Mais c'est vrai que ces index pronostiques sont utilisés par tous, et il suffit de serrer la main de notre patient, regarder son scanner, regarder sa prise de sang, et on a déjà ce score. On ne peut pas aller plus vite que ça, et pour le moment, ça reste des index très, très, très puissants. Puisqu'on était dans les classifications, je suis là. Je voudrais juste qu'on m'explique la différence entre les pronostics qui sont posés sur petites cellules et grandes cellules. Cette phase de prolifération, dans les centres germinatifs, les cellules sont un petit peu grosses. Si, comme vous l'a dit Fabrice, il y a un blocage par une anomalie chromosomique, elle ne va pas au stade de l'examen, qui est juste après. Donc ça, ce sont des lymphomes B diffus, parce qu'ils prolifèrent, donc ils effacent l'architecture normale, et ce sont des grandes cellules. Les cellules qui prolifèrent sont un petit peu plus grosses au microscope. Voilà. C'est ce qu'on appelle aussi des centroblastes, et certains d'entre vous ont peut-être entendu parler pour leur maladie de lymphome centroblastique, ce qui veut dire la même chose que lymphome B diffus à grandes cellules. Et ensuite, si jamais tout s'est bien passé, bon, c'est l'examen, et je vous l'ai montré tout à l'heure, suicide cellulaire. Alors là, ces lymphomes qui se transforment, pas parce qu'ils prolifèrent plus, mais parce qu'ils se disent, moi, j'ai pas répondu à l'examen, je m'en fiche, je survis. C'est grâce à la translocation 14-18 dont vous a parlé Fabrice, c'est ça, dans le lymphome folliculaire. En fait, le lymphocyte va plutôt s'arrêter de mourir qu'il va proliférer. Donc c'est une maladie plus, pas tellement de prolifération, mais d'accumulation par résistance à la mort, au suicide auquel il aurait dû répondre. Donc ces lymphomes-là, on les appelle non pas des centroblastiques, mais des centrocytiques, et au microscope, la NAPAT dit, dans cette zone-là, je vois des petites cellules, il appelle ça aussi un lymphome à petites cellules, ou je vois des grandes cellules, il appelle ça un lymphome à grandes cellules. Et puis, ensuite, on va affiner, parce que dans les lymphomes à petites cellules, on peut mettre tous les lymphomes qui prolifèrent pas vite. LLC, Waldenström, folliculaire, zone marginale, enfin, il y a plein de lymphomes à petites cellules, et parfois, sur la biopsie de moelle, ils nous disent, j'ai pas l'architecture ganglionnaire puisque je suis sur une biopsie de moelle. Je peux juste vous dire que c'est un lymphome à petites cellules. Et nous, avec l'analyse des chromosomes, l'analyse des marqueurs de surface, une seconde biopsie sur un ganglion si c'est possible, on va essayer d'affiner le diagnostic. On ne peut pas rester sur juste petites cellules. Il y a plein de lymphomes à petites cellules. Ça répond à votre question ? Et il y en a qui ont les deux. Alors là, il y a une spécialiste au premier rang. Il y a des lymphomes, oui, qui sont dans les centres germinaux, qui sont à petites cellules, et il y a à côté un contingent, une partie de cellules un petit peu plus grandes. Donc on parle de lymphomes centrocyto-centroblastiques, ce sont les vieilles classifications. Et maintenant, les anatopathologistes, pour les lymphomes folliculaires, nous rendent un grade. Grade 1, grade 2, grade 3A, grade 3B. Et on a appris à traiter les lymphomes folliculaires 3B comme des lymphomes agressifs. C'est le lymphome bas grade qui est sans doute en train de passer l'étape d'après, quoi. Il est en train de se transformer en lymphome plus agressif. Donc on les traite directement comme des lymphomes agressifs, ceux-là. Je peux même rajouter quelque chose. En tant que normand, il y a même des cellules intermédiaires qui sont entre petite taille et grande taille, de taille moyenne, et notamment le lymphome de Burkitt,
est dit à cellules de taille intermédiaire. Voilà, c'est la réponse du Normand. Moi, je voudrais poser une question un peu plus générale, parce qu'on a entendu parler de maladie de Waldenström, de LLC, de lymphome. Qu'est-ce qui, finalement, différencie ces trois types de maladies? Est-ce qu'elles sont similaires ou est-ce qu'elles sont vraiment différentes? Elles sont similaires dans le sens où ce sont toutes des maladies. Lorsqu'on parle de lymphome, dans les lymphomes B, tous les lymphomes proviennent du lymphocyte B. Et que ce soit le Waldenström, la LLC, le lymphome folliculaire, zone marginale, tricholeucocyte, et donc plus d'une trentaine d'entités différentes, tout ça, ça reste des lymphomes B, qui sont plus ou moins agressifs, petites cellules ou grandes cellules, atteintes ganglionnaires ou d'autres organes. Parfois, c'est l'organe qui fait le lymphome. Si c'est que la peau, c'est une partie des lymphomes cutanés. Si ça atteint la rate, encore d'autres lymphomes. Les atteintes de l'estomac, encore un autre type de lymphome. Et ça, l'organe nous aide à donner un nom à la maladie aussi, parfois. Alors, pour reprendre le petit schéma, une fois que l'éducation est faite dans le ganglion et que tout s'est bien passé, le lymphocyte va revenir dans la moelle. Et le Waldenström est un lymphome intéressant, parce que M. Waldenström, en 1944, il a décrit, lui, une infiltration dans la moelle et un gros pic. Il avait décrit une hyperviscosité du sang. Et on appelait ça la maladie de Waldenström. Bon, c'est un Suédois, hein, c'est pour ça qu'il a un nom un peu bizarre, mais on s'est rendu compte très vite que parfois les cellules lymphoplasmocytes, entre le lymphocyte qui se fait éduquer et le plasmocyte qui fabrique lui l'anticorps et qui lui est dans la moelle osseuse, il y avait des patients qui avaient un vrai lymphome, des ganglions, peu de pics, parce qu'il est partonné dans la moelle fabriquée à grande échelle, mais ce sont bien des lymphoplasmocytes. Et du coup, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment une maladie de Waldenström? Donc on appelle, un petit peu artificiellement, c'est vrai, des lymphomes lymphoplasmocytaires quand il y a peu de pics, des gros ganglions ou une grosse rate, et des maladies de Waldenström, quand c'est dans la moelle qu'on est allé chercher la maladie, il y a souvent pas forcément des gros ganglions chez ces malades, pas toujours en tout cas, et par contre il y a des grosses sécrétions de pics. Et puis du coup, sur le petit schéma, le Waldenström, est-ce qu'il ressemble plus à un lymphome côté ganglion ou un myélome côté moelle? Les analyses que vous a montré Fabrice, les puces là, l'analyse du génome et de l'expression des gènes, donc, tendrait à dire un Waldenström, c'est quand même plus un lymphome qu'un myélome. Mais la différence est ténue entre je suis dans le ganglion et je vais retourner dans la moelle. Sa signature génétique est plus celle d'un lymphome que d'un myélome. Ceci dit, ça nous est arrivé d'avoir des Waldenström qui se présentaient comme des myélomes, à savoir atteinte osseuse, etc. On fait une chimiothérapie de lymphome, échec. Et on a discuté de se dire, est-ce qu'on ne le traiterait pas du coup comme un myélome? Et on a utilisé des chimiothérapies de myélome, et le patient a mieux répondu à une chimiothérapie de myélome. Donc parfois, il faut faire attention à la présentation clinique. Donc vous avez répondu. Vous répondez à la deuxième question que j'avais, que c'est finalement au niveau des traitements. Est-ce que pour ces maladies-là, est-ce que certains traitements peuvent être similaires? Est-ce qu'on utilise des traitements de lymphome pour les vous connaissez peut-être, les gens du myélome qui sont ici connaissent très bien ça, mais j'emploie l'exemple du Velcade, qui est un très bon exemple. Le Velcade est un médicament qui est très important dans la prise en charge des myélomes, et qui a été utilisé beaucoup dans le lymphome aussi. Et il y a deux lymphomes qui répondent incroyablement bien à ce médicament, qui s'appelle, comme par hasard, la maladie de Waldenström et le lymphome du manteau. Alors c'est bizarre, parce que le lymphome du manteau est un lymphome plus naïf, plus tôt dans les étapes. Voilà. Donc il y a des médicaments qui marchent très bien sur les deux entités. On utilise aussi les immunomodulateurs qui marchent bien dans le milieu. Voilà. Donc il y a tout à fait des passerelles entre les deux, oui. Bonjour, alors moi j'ai une question, je suis ici. Alors j'ai une question pour le professeur Jardin. Donc j'ai écouté votre intervention et vous avez parlé qu'il y avait au niveau des lymphomes un facteur génétique dans l'apparition de la maladie. Je voudrais savoir s'il existe des études sur ce facteur génétique et si oui ou non il y a des études qui ont été mises en place par rapport aux grands-parents, parents, enfants et savoir si dans l'avenir il y a des études dans ce sens-là qui vont être menées ou pas. Voilà. Alors, ce dont j'ai parlé, essentiellement, ce sont des anomalies génétiques qui sont spécifiques au lymphome, à la cellule qui donne naissance au lymphome. Ces anomalies génétiques ne sont pas transmissibles, ce ne sont pas des choses qu'on retrouve dans la fratrie, chez les parents. D'accord ? Ce sont des anomalies génétiques
toute maladie est génétique. C'est toujours au départ un gène qui ne fait pas son travail, soit parce qu'il est altéré par des mutations, c'est le cas du lymphome, des translocations, etc. Donc ce dont je vous ai parlé, c'est des anomalies qu'on retrouve spécifiquement dans la biopsie ganglionnaire et dans les cellules du lymphome. Si on fait une prise de sang chez nos patients, on ne retrouvera pas cette anomalie. D'accord ? Donc ce dont j'ai parlé, ce n'est pas du tout le risque de transmission familiale de cette maladie. Dans son ensemble, dans l'immense majorité des cas, les lymphomes ne sont pas des maladies avec une prédisposition génétique. Maintenant, on a tous, peut-être pour certains d'entre vous, c'est le cas, des familles où il y a plusieurs cas de lymphome, des frères et sœurs, père, mère, etc. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc il y a des études pour essayer de voir s'il y a une prédisposition génétique à développer des lymphomes, mais dans l'ensemble, ce n'est pas du tout une maladie avec prédisposition génétique, comme on peut le retrouver dans les cancers du sein chez la femme jeune, les cancers de l'ovaire. On n'a pas retrouvé l'équivalent des mutations de BRCA1, par exemple, vous avez peut-être entendu parler, ou de TP53, etc., qui sont là clairement des anomalies transmissibles, de génération en génération, et qui vont donner naissance à un spectre de cancer, et globalement les lymphomes ne font pas partie de ces anomalies-là. Donc on n'aura pas de grandes choses. Et c'est une maladie multifactorielle. C'est sûr qu'on a peut-être une petite prédisposition à faire que nos lymphocytes sont sensibles à un agent extérieur. C'est probablement une conjonction de phénomènes extérieurs, rien à voir avec la génétique, et des phénomènes de prédisposition génétique. Ça, c'est des éléments importants à avoir en tête. Et donc finalement, en pratique, parce que c'est la question qui est récurrente à toutes nos consultations, docteur, est-ce que c'est génétique? Est-ce que je dois faire quelque chose pour mes enfants? Est-ce que mes enfants doivent... Dès qu'on parle du mot génétique, mais vous voyez qu'il y a deux sens. Il y a l'aspect transmission, maladie transmissible génétiquement, et puis il y a l'aspect mutation acquise au moment du développement du lymphocyte B qui ne concerne que le lymphocyte B. On parle de génétique pour le lymphome, bon, mais pour ce qui est myélome ou pour ce qui est leucémie aiguë ou pas aiguë, si ce n'est pas génétique, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire en ce qui concerne les causes? Qu'est-ce qu'il est dit aujourd'hui? Sur les agents extérieurs qui peuvent favoriser, notamment pour ce qui est du lymphome, il y a un certain nombre d'éléments qui sont identifiés comme des coupables certains. Un coupable tout simple, c'est l'âge. Les lymphomes sont rares chez l'enfant, ils sont plus fréquents avec l'âge, et l'âge moyen d'émergence du lymphome, c'est 60 ans. Donc il y a un lien avec l'âge. Deuxième coupable absolument certain, c'est certains virus. Le VIH, le lien avec le risque de développer un lymphome, il est absolument certain. Et puis il y a deux autres virus que vous connaissez peut-être moins, c'est l'hépatite C, le risque est absolument également certain. Si on a une hépatite C, on a un risque de développer un lymphome plus important. Et maintenant, c'est également discuté l'hépatite B, qui est également un virus connu. Puis il y a d'autres virus comme HTLV1, etc. Donc ça, c'est des coupables, ce n'est pas des suspects, c'est clairement des coupables. Et il y a un suspect qui est en passe de devenir coupable, c'est tout ce qui est pesticides, de manière générale. A priori, très probablement que le lymphome folliculaire sera reconnu comme maladie professionnelle parmi le monde des agriculteurs. Et donc pour les autres maladies hémopathiques, est-ce que les causes restent... Alors, oui, pour les leucémies... Par exemple? Oui, les leucémies, alors là, c'est des histoires plus anciennes, c'est essentiellement certains produits chimiques, comme le benzène, et puis les radiations ionisantes. Mais là, je dirais qu'il n'y a rien de nouveau. Certaines maladies génétiques qui prédisposent, comme la trisomie 21 par exemple, ça sont des éléments importants. Pour le myélome, je suis moins au fait de l'actualité. Je ne sais pas s'il y a eu des scoops récents sur les causes du myélome en dehors de l'âge, qui est quand même une maladie liée à l'âge, une petite prédisposition masculine. C'est des maladies qui ne se voient quasiment pas en Asie. Et qui sont plus graves chez les patients noirs africains. Bon, vous voyez, il y a des aspects aussi ethniques qui peuvent jouer sur la prédisposition à certaines maladies. Mais là encore, on pourrait passer une journée à discuter de l'épidémiologie des hémopathies malignes et leurs causes. Merci beaucoup pour vos questions. Je vous propose de peut-être continuer ces discussions pendant qu'on prend une petite pause d'une petite quinzaine de minutes. Et donc la pause est au sous-sol. Et on se retrouve ici dans 15 minutes pour parler du parcours du médicament. A tout de suite.